Bonjour, c'est bon? Benoît, merci pour l'invitation. Et je comprends mieux donc le message quand tu m'avais dit si tu pouvais parler un peu des études sur le vélo, parce que je ne savais pas que tu avais mis en place des dispositifs de ce type. Donc cette présentation, en fait, je l'ai pas réalisée tout seul, je l'ai construit avec Thibaut Derigny, qui est, on va dire, dans le groupe avec lequel je travaille, celui qui met le plus en place des dispositifs et de la recherche autour des dispositifs autour du savoir rouler à vélo et de s'engager dans les modes de transport actifs. Donc c'est en réalité une présentation à deux voix. Alors moi, très rapidement, moi j'étudie le phénomène d'engagement des jeunes et de leur désengagement dans l'activité physique. Je suis plutôt spécialiste de l'activité physique aquatique que terrestre. Et je travaille aussi avec un groupe, puisqu'on a fondé une association autour de cette littératie physique, avec Léa qui travaille sur plutôt le monde aquatique, Joseph Gandriot qui travaille d'ailleurs, je pense, avec Marie aussi, sur le côté aventure, ou c'est Aline, je sais plus, et Christophe Schnitzer, dont on reparlera, qui travaille aussi sur ce lien avec le développement durable, etc. Alors, pour faire du lien avec toutes les interventions, nous aussi, c'est la relation qui nous intéresse, même si on s'y prend autrement, parce qu'on considère qu'étudier l'engagement, c'est étudier un lien entre un individu et ses activités physiques et sportives. C'est ça le postulat. Si ça, c'est faux, alors tout ce que je vous raconte aujourd'hui est faux. Mais c'est le principe d'un postulat. Et donc, l'idée qu'on a depuis quelques années, c'est que plus on comprend ce lien qui unit un individu avec ses activités physiques et sportives, puis mieux on peut l'enrichir, le consolider et faire en sorte que l'engagement qu'on va provoquer, eh bien, il va durer, il y a des chances de durer. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de comprendre cette durabilité dans l'engagement et envers cette activité physique et sportive. Alors, l'école a redéfini un peu, il n'y a pas très longtemps, la place, même s'il n'y a pas de grande nouveauté, dans une circulaire qui est sortie en septembre, avec un nouveau concept, en tout cas dans les textes. Donc, il faut toujours se méfier des nouveaux concepts parce qu'ils sont à la mode et puis on peut parfois les trahir parce qu'ils sont à la mode. Et donc, il y a évidemment dans les moyens pour éduquer un mode de vie actif, il y a un savoir particulier qui est le savoir rouler à vélo, qui existe depuis très longtemps dans les pratiques, notamment dans les écoles primaires. Mais cette fois-ci, voilà, voilà, c'est encore redit que ce savoir rouler à vélo, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce qu'on sait maintenant, de manière extrêmement certaine depuis maintenant plus de 30 ans, c'est que l'activité physique, dès le plus jeune âge, génère de multiples bénéfices. Et il y a énormément de chercheurs de grande qualité qui l'ont mis en évidence. On sait également que cette relation particulière entre l'activité physique chez l'Homo sapiens et la santé, eh bien, elle est le produit d'une longue histoire, parce que les Homo sapiens que nous sommes développés pendant des millions d'années avec une vie physique extrêmement intense. C'était 20 km par jour pendant des centaines de millions d'années, c'est-à-dire que cette rupture d'activité physique, obligatoirement, elle génère des problèmes métaboliques. D'autant plus que, deuxième raison, notre métabolisme, il est conçu pour faire des réserves. C'est-à-dire que il y a très longtemps, lorsqu'on mangeait, on ne savait pas la prochaine fois où on allait manger. Donc tout ce qu'on mange en trop, nous le gardons. Donc ça fait un deuxième élément. Et puis les connaissances en neuropsychologie, notamment avec le plus connu en France, c'est Boris Cheval, nous montrent que c'est tout à fait normal qu'on soit attiré vers des activités qui demandent peu d'efforts, puisque notre cerveau a été conçu pour ça, de nous économiser au maximum face à la rudesse de l'environnement, puisqu'on parle de cette relation à l'environnement. Alors, vous le savez, mais ça vaut le coup quand même de le redire, les études internationales sont claires. Dans le monde, les adolescents, c'est 7 garçons sur 10 et plus de 8 filles sur 10 qui sont considérés comme non suffisamment actifs et actives pour générer des bénéfices de santé. Donc ça fait beaucoup. Et le déclin de cette quantité d'activité physique, il apparaît extrêmement tôt. Il apparaît dès la fin de l'école primaire. Donc cette école primaire, c'est quand même vraiment un endroit où il faut se questionner sur cette relation qu'on crée avec l'activité physique. Ça démarre très très tôt, ça démarre plutôt chez les filles que chez les garçons en général. Et la transition entre l'école primaire et le collège est terrible. C'est-à-dire que on imagine tous, en tout cas les parents, il y a des parents ici, vous allez chercher votre enfant CM2,
Il est en sueur parce qu'il a couru dans la cour et tout le monde court dans la cour. Après l'école, il y a un parc en face ou un terrain vert. Vous êtes obligé de rester parce que ça court encore. Voilà. Donc ça marche. 3 mois plus tard, ils se transforment en 6e. Il y a eu juillet et août, ils sont en 6e et tout a disparu. C'est-à-dire qu'en 3 mois de temps, la relation avec l'activité physique, elle disparaît. Et quand on sait que tout ce qui se passe pendant l'enfance et l'adolescence a des répercussions assez importantes sur le mode de vie, eh bien, le défi est immense de reconnecter les jeunes avec l'activité physique qui se déroule dans des environnements variés, puisque maintenant on le sait, en 2030, 1 personne sur 8 dans le monde sera obèse, avec toutes les conséquences de santé et tous les obstacles nouveaux, puisqu'une personne en surpoids va avoir une relation à l'environnement et à l'activité physique et au mouvement qui sera très impacté. Donc, il y a un défi qui est immense qui nous attend. Et cette place de l'activité physique à l'école, du mouvement à l'école, elle est extrêmement importante parce que maintenant, c'est extrêmement clair. Le mouvement et l'activité physique, ce n'est absolument pas l'ennemi de l'école. Ça fait pas perdre de temps. Ça fait pas diminuer les performances. Ça rassemble, ça améliore les fonctions exécutives. Et si vous êtes intéressé pour avoir des arguments sur cela, je vous invite à aller consulter tous les travaux de Boris Cheval et de François Carré qui, véritablement, ont toutes les études et défendent cette place de l'activité physique et du sport à l'école parce que ça améliore le bien-être, la santé, mais aussi les performances scolaires. Alors, c'est de là où démarre véritablement ma conférence, c'est est-ce que l'école, elle peut vraiment, significativement, c'est-à-dire vraiment impacter, générer du changement pour promouvoir l'activité physique des élèves. Donc ça, c'est une question qui paraît presque bête, puisque si on est ici, c'est qu'on y croit. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe. Ce qui est sûr, et on fait partie de cela, je pense, c'est que on fait partie de ceux qui pensent que l'école, c'est un lieu extrêmement pertinent pour promouvoir l'activité physique et éduquer à l'activité physique. Et cette idée, elle est partagée au niveau international par les pédagogues et par les chercheurs de l'activité physique. D'abord, c'est un des rares lieux où toute une génération est accueillie. Donc, dans la plupart des pays, l'école accueille tout le monde. Il y a des personnes qualifiées dans ce lieu. Donc, il y a une unité d'espace, il y a une unité de temps où on fait rencontrer des jeunes avec des professionnels. Il y a souvent des équipements sportifs, peut-être pas assez, mais en tout cas, il y a des équipements sportifs. Et puis, les enfants, ils passent du temps. Donc, il y a vraiment voilà, une opportunité ici. L'école et l'activité physique, ça match. Voilà. Et vous avez évidemment des revues systématiques qui font le point sur l'efficacité de ces actions de promotion d'activité physique dans l'école. Mais quand on va vraiment regarder les résultats de ces revues systématiques, eh bien on se rend compte d'une chose, et c'est là où le défi pédagogique il est immense, c'est que lorsque vous faites une action de promotion d'activité physique dans la cour, avant l'école, les pauses actives, etc., il y a un effet sur l'activité physique qui reste modeste quand on le compare à l'activité physique de la semaine. Et surtout, dès que le dispositif s'arrête parce que l'équipe péda qui l'a mis en place disparaît ou mute, etc., tout disparaît. C'est-à-dire que dire que l'école, elle arrive à promouvoir l'activité physique des élèves, en tout cas, les revues systématiques qui font le point sur un ensemble d'études qui ont été menées, etc., le résultat n'est pas extraordinaire. C'est beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Et l'activité physique qu'on va augmenter pendant le temps scolaire, en réalité, comme les élèves ils en ont eu, l'activité qu'ils faisaient en dehors, elle diminue, et sur la semaine, ça bouge pas beaucoup. Voyez ? Donc, c'est vraiment pas évident. Et la question est, mais comment on impulse par des projets, mais on éduque sur le long terme pour que cet engagement, il perdure. Okay ? Donc, en fait, c'est compliqué. Il faut y aller avec beaucoup d'humilité dans les dispositifs qu'on met en place. Et d'ailleurs, nous, on a mis des dispositifs en place et vous allez voir, nos résultats sont loin d'être extraordinaires. Dans une des dernières revues ici, en 2022, il y a une conclusion qui émerge, c'est que pour que ça marche,
du mieux possible, il faut que les interventions soient cadrées par des modèles théoriques. Autrement dit, il ne faut pas y aller qu'au feeling. Il faut avoir des théories qui guident les stratégies d'intervention. Alors, des théories qui permettent de comprendre ce lien entre un individu et l'activité physique, il y en a beaucoup. Okay, d'ailleurs, ici, on est à la preuve vivante qu'il y en a beaucoup. Parmi les plus, on va dire, mobilisées, on connaît tous les théories motivationnelles. Voilà, on connaît les théories basées sur la croyance, la confiance en soi, l'histoire personnelle qu'on a eue avec l'activité sportive, l'auto-efficacité. Il y a énormément de modèles. Et comme on est en éducation physique, bien, je vais partir là-dessus. Il y a un modèle qui fonctionne plutôt bien, c'est celui de la richesse du répertoire moteur, c'est-à-dire l'acquisition d'habiletés motrices fondamentales. Donc, c'est un concept qui naît dans les années 70 et qui considère que toute personne devrait posséder un répertoire équilibré basé sur des habiletés de déplacement, marcher, courir, nager, glisser, faire du vélo, de la trottinette, etc. Des habiletés motrices pour interagir avec un objet, puisque les objets sont souvent des liens dans les sports collectifs, etc. Et des habiletés motrices pour piloter son corps, l'équilibrer et le coordonner. Et avec ça, vous avez donc un répertoire. Donc, il y a eu énormément de modèles basés sur ces habiletés motrices fondamentales. Un des plus récents, c'est celui de Hulten, où vraiment il décrit la vie parfaite, on va dire, de développement moteur d'un enfant. Et à un moment donné, il faut disposer de ce répertoire, parce que si on dispose de ce répertoire moteur, alors on a le pouvoir d'agir et le pouvoir de saisir des opportunités d'activité physique dans la vie. Donc, vous voyez, j'ai pris un axe vraiment sur la motricité. Et tous ceux qui, on va dire, utilisent ce cadre, eh bien, le défendent avec des revues systématiques, par exemple, de Demester, qui montrent que 90% des enfants, c'est beaucoup quand même, qui ne disposent pas à l'âge de 10-11 ans de ce fameux répertoire moteur, okay, dans sa diversité, eh bien, le risque, voilà, est énorme pour que ce soit des décrocheurs d'activité physique. Donc, autrement dit, si à 11 ans, en CM2, début 6e, il n'y a pas ce répertoire moteur, il y a 9 chances sur 10 qui partent et qui décrochent et qui deviennent inactifs. Donc, vous voyez le point de départ. Mais quand on lit vraiment bien, parce qu'il faut lire jusqu'au bout, on pourrait conclure en disant, ben voilà, s'ils ont tous le répertoire moteur, c'est bon, c'est fait, c'est fini. Sauf que parmi ceux qui l'ont, ce répertoire moteur, il y a quand même 40% qui décrochent. Donc, on a tous connu des sixièmes très dégourdis, etc. Okay, et puis, ça décroche quand même. Et une des raisons pour lesquelles ça décroche, c'est que les expériences d'activité physique, donc cette relation avec le mouvement ou avec l'environnement ou avec les autres, n'a pas été suffisamment positive pour laisser des traces et y retourner. Okay, donc, de mon point de vue, mais c'est un avis personnel, le succès du modèle de la littératie physique, qui vient de là. C'est que dans ce modèle, il y a de la motricité, et de manière importante, ça pèse, mais les expériences psychologiques, sociales, les connaissances, eh bien, elles accompagnent dans un tout cohérent, et en fait, le mouvement, il n'est pas simplement analysé via la motricité, mais via l'expérience psychologique, sociale et cognitive qui est associée. Donc, ce modèle de littératie physique, en ce moment, il a du succès, parce qu'en fait, ça fait pas si longtemps qu'il est en France. Il en aura moins dans quelques années. C'est logique, c'est un phénomène comme ça. Mais parfois, on le caricature. Enfin, je trouve qu'on le caricature beaucoup. D'abord, il porte mal son nom, parce que c'est la littératie physique, donc on pense que c'est que du physique. En réalité, c'est pas ça. Et en tout cas, ce modèle, il a eu l'avantage de créer des outils, de créer des réflexions à l'international, autour de la manière dont on peut éduquer les jeunes à être actifs physiquement durablement. Et selon ce modèle, eh bien, il faut développer des compétences dans les 4 dimensions que je vous ai décrites. Et il existe une quantité de preuves suffisante qui met en relation un niveau de littératie physique avec un niveau d'engagement dans l'activité physique suffisamment fort pour considérer que le concept, il est crédible et légitime scientifiquement. Donc, logiquement, ce modèle, dans de nombreux pays, il est présent dans les programmes. D'ailleurs, il vient de rentrer chez nous. Il n'est pas encore dans les programmes, il est plutôt dans des circulaires. Dans des pays, la première phrase,
c'est le but de l'éducation physique et de développer la littératie physique des enfants, avec cette idée-là, qui n'est pas très incompatible avec notre vision. Et l'idée, elle est claire, c'est que l'idée qu'il y a derrière, c'est que si un enfant a un niveau de littératie physique élevé, c'est-à-dire qu'il a développé de manière équilibrée ces 4 grandes familles de compétences, alors, eh bien, il est susceptible et il va saisir beaucoup plus d'activités physiques dans les environnements et les milieux de vie qui traversent sa vie. Okay ? Et là, vous avez en bleu un deuxième modèle, qui est certainement le modèle le plus utilisé dans les études épidémiologiques sur la promotion de l'activité physique. Un modèle qui est parfois aussi caricaturé. On le dit froid, on le dit trop dualiste corps-esprit. Je pense que c'est des gens qui le lisent mal, puisque c'est les modèles socio-écologiques qui considèrent que la bonne échelle, c'est pas l'individu, c'est pas l'environnement, mais c'est l'interaction individu-environnement. Et que cette interaction, eh bien, il y a des interactions avec des milieux très proches, plus éloignés, des valeurs, etc. Donc, vous voyez, ce petit bonhomme, en fait, on pourrait dire qu'une personne qui a un niveau de littératie physique suffisamment élevé, eh bien, dans les milieux de vie qu'il traverse, dans ces environnements sociaux, culturels, physiques, les pistes cyclables, les bois, les forêts, les terrains, etc., le fait d'être lettré physiquement va l'inciter à saisir des opportunités d'activité physique, il va en avoir envie, voire même, il va les créer. Donc ça, c'est le point de départ. Si on accepte, on va dire, cette vision de l'éducation à l'activité physique, alors l'enseignant d'EPS, il prend un autre rôle. Donc, dans la continuité de Marie, nous, on a un laboratoire associé international avec Sherbrooke, donc on travaille vraiment... toutes les semaines, on a des réunions, etc., sur des thèses en commun, des co-tutelles. Et en effet, c'est l'éducation physique et à la santé. Et au Québec, l'enseignant d'éducation physique, c'est un architecte de la vie physique dans l'établissement. C'est-à-dire qu'il a pour mission de dispenser des cours d'éducation physique. Ce ne sont pas des cycles d'APSA. Ce sont des cours d'éducation physique, donc on peut changer de sport co de semaine en semaine, c'est pas un problème. Mais surtout, ils ont comme mission de promouvoir l'activité physique avant les cours, pendant les récrés, avec les parents. Donc la mission n'est pas tout à fait la même. Et Sylvain Turcotte, qui est vraiment un spécialiste dans l'accompagnement des équipes pédagogiques pour promouvoir cela, mais il identifie, il met en valeur les grandes missions d'un enseignant d'EPS, c'est enseigner la discipline, avec un axe très fort sur l'éducation à la santé. Logique, le S veut dire santé. Mais l'idée, c'est que dans l'école et en dehors de l'école, ils appellent ça amplifier les actions en dehors de l'école, il y a des stratégies à mettre en place pour que, avant les premiers cours, pendant la pause du midi, après l'école, avec les parents, il y ait une stratégie pour que tout le monde se mette à faire de l'activité physique. Donc, le prof d'EPS au Québec, sur son forfait 3 heures, il peut choisir de s'investir dans l'association sportive de l'école pour préparer aux compétitions ou de promouvoir l'activité physique des élèves, du personnel et des parents. Et ils se partagent un peu les missions comme ça. Donc, c'est dans c'est dans cet esprit-là que on se pose les questions suivantes. Si être lettré physiquement, c'est saisir des opportunités d'activité physique, alors en France, c'est quoi les opportunités d'activité physique qui sont saisies par les adolescents? Voilà. Et les adolescents qui sont actifs, qu'est-ce qu'ils saisissent de plus que les inactifs? Alors voici une étude qu'on a menée il y a quelques années, qu'on avait appelée Catch Me If You Can. Et cette étude Catch Me If You Can, elle s'est intéressée à des élèves au lycée en classe de terminale qui ont porté un accéléromètre pour mesurer l'activité physique. Et on a identifié 3 groupes après la mesure, ceux qui dépassent largement les seuils, donc ceux qui font plus de 60 minutes, ok. Donc on va dire les très actifs. Il y a ceux qui respectent le seuil, 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse, et puis ceux qui ne les respectent pas. Donc vous avez ici 3 couleurs. Et ils avaient en même temps un carnet de bord, donc tous les matins ils recevaient un SMS pour dire n'oublie pas de décrire un peu ce que tu fais le matin, le midi, l'après-midi, etc. Et ça nous a permis d'identifier les opportunités temporelles, on va dire,
de ces saisies d'activité physique. Donc on sait à peu près quand. Alors c'est pas de telle heure à telle heure, c'est des moments sociaux. On a utilisé un modèle de temporalité sociale. Première conclusion, les plus actifs sont ceux qui saisissent le plus d'activité physique. Donc c'est-à-dire pour être actif, il faut aller chercher, il faut saisir le maximum d'activité physique. Deuxième conclusion, ici vous avez là où il y a vraiment beaucoup d'activités, où ça monte là en plein milieu, c'est le cours d'éducation physique. Et on se rend compte que heureusement qu'il y a le cours d'éducation physique pour les deux autres groupes, parce que sinon ils auraient quasiment rien. Donc le cours d'éducation physique au lycée reste le dernier rempart avant l'inactivité totale sur après. On se rend compte, on critique parfois le sport, on se rend compte que les plus actifs, c'est du loisir sportif supervisé, donc en gros ils vont dans les clubs. Okay. Et tout à droite, ce sont les transports actifs. Okay. Donc on voit que ça a quand même une part importante. Mais où on a été surpris, c'est qu'on a fait un suivi sur 1 an. Donc ces lycéens, ils ont accepté, alors on en a perdu bien sûr dans le suivi, ils ont fait exactement le même protocole l'année d'après, on a appelé ça l'étude Tracking the Reorganization de l'activité physique. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que nos actifs, enfin, vous avez, cette fois-ci, les couleurs, ça change. En rouge, c'est avant et en bleu, c'est après. Alors, vous voyez, pour comprendre le graphe, en rouge, c'était pendant le cours d'éducation physique. Ils arrivent à l'université, en école d'ingénieur, il n'y en a plus. Donc, on passe sur ce temps-là, c'est logique, on passe de beaucoup à rien du tout, puisqu'il n'y a plus de cours d'éducation physique. Mais on se rend compte que les transports actifs, c'est ce qui va permettre de limiter la casse. Et quand on va dans le détail, j'y vais pas, j'ai pas le temps, on a fait des clusters, on a vu comment ça bougeait, etc. Quand on va dans le détail, les lycéens devenus étudiants qui maintiennent un niveau d'activité physique, soit ils sont inscrits en club, ils n'ont pas lâché, et donc ils font l'activité physique, mais ceux qui ne sont pas inscrits en club, ce qui permet de tenir, c'est qu'ils font plus de transport actif. En tout cas, ils essayent de ne pas en perdre, et c'est ça qui permet de garder un niveau minimum. Ok ? Donc la question devient, mais comment on fait ? Et notamment en considérant que le vélo fait partie du transport actif, comment on fait pour promouvoir ce transport actif par le vélo ? Ok ? C'est ça l'histoire. Alors, on s'y est pris un peu. On a des routines en tant que chercheur. D'abord, on a fait une revue systématique. Quelles sont les interventions qui promeuvent l'utilisation du vélo et qui fonctionnent ? Alors, on est allé voir la littérature. D'abord, première surprise, très peu d'études scientifiques. J'ai qu'une minute restante là ? Non. C'est parce que Marie Chérard, elle m'a tout mangé. Ah ouais, mais ça, on oublie ça. Donc, il y a très peu d'études scientifiques. Le peu d'études scientifiques qu'il y a, c'est seulement sur la maniabilité du vélo ou sur l'effet d'un nouveau réseau sur l'utilisation de ce vélo. Les conclusions, mais avec beaucoup de précautions, c'est que les seules qui semblent marcher le mieux sur un engagement durable, même si elles ne nomment pas la littératie physique, c'est celles qui impactent des compétences motrices, du plaisir, de la confiance, de la psychologie, le fait d'être capable d'aller rouler avec d'autres ou devant les autres, etc. Bref, qui prennent les dimensions de la littératie physique. Et celle qui semble le plus impactée sur le long terme, c'est celle qui s'intéresse aux enfants jeunes. Donc on voit que le savoir rouler à vélo à l'école primaire, il a une place très importante. Alors on s'est dit, allez, on y va. On va tenter des interventions. Et puis, vous vous doutez bien, des interventions dans la vraie vie, avec l'école, avec les comités d'éthique de recherche. On ne peut pas faire l'intervention parfaite, elle n'est pas possible. Donc la première étude qu'on a faite, qui est totalement dans l'esprit des présentations de ce matin, ça a été piloté par Christophe Schlitzer, ça s'appelle l'étude Écolo-Coteau. Ça a consisté pendant 9 mois avec des élèves de CM1. Ils vont avoir l'éducation physique en forêt. Donc, c'est des jeunes de quartier Strasbourg qui vont avoir pendant 4 heures de octobre à juin des cours d'éducation physique en forêt. Le matin, ils ont aussi des cours de SVT, etc. Et ils vont pratiquer le VTT. Okay ? Et donc, on a mesuré si le fait de faire ça pendant quasiment 1 an, ça va les inciter à faire plus d'activité physique, ça va les inciter à faire plus de vélo, etc. Donc là, résultat, vous voyez, c'est l'idée selon laquelle
Il suffit de mettre des gamins dans une forêt, ça suffit, et de leur faire de l'activité physique. Est-ce que ça suffit, en fait? Donc la réponse est, ça suffit pas. Alors, on a identifié d'abord que, même si pendant les cours d'éducation physique, quand on compare à un groupe témoin qui a eu des cours d'éducation physique classique, et évidemment, ils sont dans la forêt, ils ont le vélo, ça bouge et ça bouge et ça bouge, la quantité d'activité physique dans le cours de PS augmente. Sur la semaine, quand on prend la semaine, ça impacte pas. Ça impacte pas. Donc, en gros, cette année d'activité physique, elle n'a pas fait évoluer l'activité physique générale à l'échelle d'une semaine. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait en plus dans le cours d'éducation physique, ils l'ont fait en moins ailleurs. Ok? C'est ça que ça veut dire. Ils utilisent quand même un peu plus le vélo, le week-end ou pour aller à l'école. Voilà. Mais en gros, ça a réorganisé l'activité physique, mais ça ne l'a pas fait augmenter. Donc, maintenant, les collègues qui font de la recherche, il faut aussi publier les trucs qui ne marchent pas pour pouvoir dire, voilà, on a fait ça, il y a des trucs qui bougent, mais c'est pas génial. Donc, c'est pour ça qu'on l'a publié. On en a fait une autre d'étude. Cette fois-ci, on s'est dit, tiens, on va plus aller en primaire, on va aller en collège, on va aller dans un milieu urbain, très urbain. Donc, c'est dans le 93, c'est à Blanc-Ménil, pour ceux qui connaissent, qui ont eu les joies des premières années dans le 93. Et il y a eu un groupe de sixième où là, véritablement, on a construit un programme avec du moteur, voilà, du pilotage dans la cour et dans des parcs à côté, des connaissances des panneaux, etc. Tout ça ensemble, avec la confiance, la joie des jeux, etc. Donc on a essayé vraiment de s'aligner avec le modèle de la littératie physique. Et on a mesuré, cette fois-ci, on n'avait pas les accéléros, etc. On a mesuré leur sentiment de compétence à piloter le vélo, à être capable de prendre le vélo tout seul pour faire des trajets, notamment. Et pour faire ça, il y avait des ateliers voilà, de pilotage, et il y avait aussi des ateliers de réparation de vélo et des ateliers de connaissance des panneaux, des pistes cyclables dangereuses, pas dangereuses, etc. Okay, donc la classe a été divisée en deux, puis ça switchait. Okay, il y avait côté moteur et puis côté. Et là, on s'est heurté d'abord à un premier problème, c'est que c'était trop compliqué à faire en tant que prof de PS, de faire des groupes en deux, etc. Donc on a collaboré avec des ETAPS de la ville, de Blanc-Ménil. Donc on a collaboré, donc on a tenté de créer un modèle qu'on n'a pas gardé, identifier des besoins, rencontrer des partenaires, coordonner des équipes, alimenter. Donc travailler avec des ETAPS, des profs de PS avec des ETAPS. Il y a des choses qui ont très bien fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné parce qu'on n'a pas la même approche, etc. Donc collaborer, ça s'apprend en fait. Et bon, je vous le fais rapide, vu que Marie Schirer, elle a mangé mon temps. On a des questionnaires qui font l'ensemble et qui mesurent l'évolution de ce sentiment de compétence. Et les résultats sont les suivants. Le sentiment de compétence pour piloter le vélo et pour pouvoir réparer son vélo, etc., elles ont augmenté avec la formation. Par contre, le sentiment de compétence, c'est-à-dire je vais prendre mon vélo le week-end tout seul, je vais prendre mon vélo pour aller à l'école, je me sens en sécurité, etc., ça n'a pas bougé. Okay ? Et si ça n'a pas bougé, c'est parce que la faille dans le programme, c'est qu'on n'a pas suffisamment insisté sur comment on s'approprie son environnement, comment on crée son itinéraire. Et ça a été des limites qu'on a su immédiatement parce que faire sortir des élèves, les obliger à venir à vélo, c'est pas possible, tracer l'itinéraire, etc. Donc, s'approprier son environnement de piste cyclable pour faire du vélo, etc., on le voit que si on le met pas dans le programme, le sentiment de compétence, il s'élève pas. Donc, ça a été une limite. Dernière étude que je vous expose, que je vous présente rapidement. Étant donné que ça a été très compliqué de travailler avec des ETAPS et comme ils étaient petits, eh bien on va dire de les inciter à prendre le vélo, etc. C'était des élèves de début de collège. On est parti avec des élèves de lycée. Et au lieu de travailler avec les ETAPS, on s'est dit on va faire de la vraie interdisciplinarité. On travaille avec le prof de SVT, le prof de physique-chimie, le prof d'EPS, et on va construire un programme de développement de la capacité à utiliser le vélo en étant guidé par la littératie physique avec différentes dimensions
Et le prof de SVT va s'occuper de ça, le prof de physique-chimie va s'occuper de ça, le prof de PS va s'occuper de ça. Donc ça va durer à peu près une année scolaire. Okay, ça va. Et il va y avoir un groupe expérimental qui va vivre l'interdisciplinarité, puis on va prendre des classes de même niveau qui ne vont pas vivre l'interdisciplinarité. Alors voici comment on s'y est pris. Cette fois-ci, pour mesurer les compétences motrices, on a inventé un test qui s'appelle le Bite Challenge, qui consiste vraiment à vérifier qu'on est capable de maîtriser, de freiner, de prendre des informations, de lâcher le guidon, de freiner en urgence. Donc c'est un test qui est rigolo à mettre en place et qui révèle beaucoup de capacité à réagir. Et puis, encore une fois, on a créé, mais adapté à ces élèves de seconde, un questionnaire de sentiment de compétence sur sa capacité motrice, sa capacité psychologique à utiliser le vélo, etc. Et les connaissances pour réparer, faire face à des imprévus. Donc un questionnaire avec des questions de ce type. Okay, et puis là, vous avez les élèves qui répondent aux questions au mois d'octobre et au mois de juin. Alors, je vous donne des exemples. Les collègues EPS n'étaient pas très motivés à faire que du vélo. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de dépenses énergétiques. Donc, on s'est mis d'accord sur le bike and run. Comme ça court, et il y a de la transition, il y a du social, et donc ils ont été beaucoup plus attirés sur cette APSA-là. Donc, il y a des transitions, ça court, etc. La prof de SVT, elle s'est intéressée à l'adaptation respiratoire à l'effort à vélo. Et donc, vous avez les gamins qui ont fait des TP de ce type et qui ont fait des courbes, etc. pour vraiment essayer de connecter, vous voyez, les différentes dimensions de la littératie physique. Mais vous voyez tout de suite le piège dans lequel on est tombé, mais on n'a pas eu le choix, c'est que les dimensions, on les a dissociées plutôt que de les réunir. Donc, voilà, il y a une limite dès qu'on veut aller dans la vie réelle. Et le prof de physique-chimie, par exemple, il a fait des TP sur, en fonction de la vitesse à laquelle je roule, quand je freine, j'ai besoin de combien de mètres à partir de la théorie de l'énergie cinétique, que vous rappelez tous, la variation de l'énergie cinétique entre deux moments correspond au travail de la force extérieure sur l'objet qui est en déplacement. Donc vous avez ici voilà, 3 disciplines qui s'y sont intéressées et les élèves en fin d'année devaient faire des exposés autour de l'utilisation du vélo et ils avaient une grande randonnée en fin d'année sur le vélo. Alors, les résultats, ça donne quoi? Eh bien, résultat décevant. Résultat décevant parce que le sentiment de compétence à se dire « je vais utiliser plus le vélo pour me déplacer, etc. », il évolue pas tant que ça. La seule amélioration, c'est sur le Bike Challenge. Okay? Donc, une des raisons, c'est encore une fois que l'environnement autour, on n'y est pas suffisamment allé et dans notre prochaine intervention, ça sera au cœur de l'intervention. Donc ça se vérifie, si on ne le fait pas, ça marche pas. J'ai découvert qu'à Lyon, il y avait un réseau de pistes cyclables assez extraordinaire. On pourrait se dire, étant donné que le vélo, on travaille aussi avec des personnes âgées dans une ville de Lille, et les personnes âgées qui font du vélo, ils ont un état de santé bien supérieur à ceux qui n'en font pas. Donc, on essaye aussi de comprendre. Moi, j'ai pas le temps de... Si j'avais une conférence de 45 minutes, c'était prévu. Mais comme on m'a dit hier que c'était 30, je vous la présente pas. On pourrait se dire, eh bien, les futurs profs d'EPS à Lyon, apprenez à vos élèves à exploiter, explorer, découvrir. Faites des transferts école, piste cyclable, école, piste cyclable, école, piste cyclable. Faites-le parce que ça semble être une piste prometteuse pour développer cet engagement. Et vous pourriez me répondre, oui, mais c'est compliqué, c'est quand même des collégiens, ils sont petits, les lycéens, etc. Alors, oui, c'est compliqué, mais moi, j'aimerais vous parler d'une action qui est extraordinaire, de l'USEP, qui s'appelle le Petit Tour à vélo. 70 000 enfants tous les ans font cette action. Je ne sais pas, Julien, si tu connais. C'est extraordinaire. Moi, je suis allé voir avec le directeur technique Jérôme Van Den Abel ce que ça donne. Il y a des élèves de CM2 qui partent une semaine en itinérant. C'est les élèves de CM2 qui font le parcours. C'est validé, bien sûr. C'est les élèves de CM2 qui sont en tête de peloton. C'est les élèves de CM2 qui organisent la sécurité. Il y a bien sûr des adultes, ok. Et nous, on a évidemment comme idée d'aller voir comment l'USEP s'y prend pour faire que des CM2
aillent jusque-là. Et quand ils arrivent le soir, ils montent la tente, etc. Ils ont une émission de radio et ils racontent la journée, etc. Mode le petit atelier du Tour de France. Donc je me dis que c'est possible. Je me dis que on n'est pas les seuls à penser à ça. Il y a un mois environ, à Lausanne, Christophe Schnitzler avait, on va dire, organisé un congrès international un peu autour des questions d'aujourd'hui. Et donc, on voit qu'il y a tout un groupe à l'international sur la question du développement durable, de faire une éducation physique pour que les enfants fassent de l'activité physique le plus durablement possible, connectés avec leurs environnements. Il me semble que c'est vraiment une des pistes dans les 10 prochaines années. On va beaucoup en parler. Je vous remercie de votre attention. J'ai mis 34 minutes là.